Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Voix d'entrepreneurs du droit, VEDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et aujourd'hui je reçois Elodie Vandenende, chef adjointe du service de l'économie numérique à l'autorité de la concurrence. Elodie, tu as étudié le droit à l'université de Nanterre, puis as été diplômée d'un LLM à Washington. Tu as commencé ta carrière au sein du cabinet d'avocats Jones Day, toujours à Washington, puis a été envoyée à Bruxelles en tant qu'avocate en droit de la concurrence. Ensuite, retour à Paris, en tant que conseillère juridique au secrétariat général de la présidence française de l'Union européenne. Et tu as passé ensuite 6 ans à la DGCCRF, qui est donc à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Dans ce cadre, tu étais chargée de représenter le ministre devant le tribunal de commerce et la Cour d'appel de Paris concernant des affaires relatives aux pratiques restrictives de concurrence. Depuis 2018, tu travailles à l'autorité de la concurrence. Tu as commencé d'abord en tant que conseillère spéciale au président et aujourd'hui en tant que chef adjointe du service de l'économie numérique. Bonjour Elodie, est-ce que j'ai bien tout dit lors de cette présentation ? Bonjour Audrey, merci de me recevoir. Alors il y a eu un moment dans ma carrière que tu as oublié, c'est en fait j'ai été conseillère du ministre des Finances pendant 3 ans à partir de 2009, donc j'étais conseillère en charge des affaires européennes. Concrètement, je m'occupais de préparer les réunions mensuelles de l'ECOFIN, c'est-à-dire de l'économie finance, et qui réunissent les ministres des Finances pendant chaque mois. Et donc c'était un moment passionnant parce que je suis arrivée en 2009, c'est-à-dire pile au moment de la crise de la zone euro, où beaucoup de choses ont été mises en place pour assurer la stabilité de la zone euro, et donc j'ai beaucoup appris. Bon, génial. Et c'est donc Christine Lagarde. Christine Lagarde. Génial. Et désolée pour l'oubli, et en plus tu as pu nous expliquer ce que tu faisais, donc merci déjà beaucoup. Alors merci d'être là déjà, merci d'être mon invité, et il y a une question que j'aime bien poser à tous les invités au départ, c'est pourquoi avoir choisi le droit au départ ? Alors je pense que je vais te faire la réponse que tout le monde fait, c'est en fait moi je l'ai fait par souci j'avais envie d'avoir la carrière la plus diverse possible. J'étais plutôt attirée par les matières littéraires et donc j'ai choisi assez naturellement le droit. Voilà, en me disant si à un moment ça me plaît plus, je bifurquerai, et en fait je suis restée. Il faut dire que j'étais à l'université de Nanterre et donc c'était vraiment intéressant parce qu'à l'époque, et ça existe toujours d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle les BDUG. Donc c'était le droit, en fait on faisait à la fois du droit et de l'anglais et du droit anglo-saxon en général. Et donc c'est particulièrement intéressant pour les étudiants parce que on fait plein de choses très différentes, et donc on a l'opportunité à la fin de nos études de partir à l'étranger, et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Washington. D'accord, génial. Et ensuite donc t'es passée du monde d'avocate, donc j'ai Jones Day, au monde de la fonction publique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur ? Alors en fait, donc j'étais donc avocate dans un cabinet d'avocats Jones Day, et en fait j'ai saisi une opportunité parce que le métier d'avocat me plaisait énormément, mais à ce moment-là, en 2008, il y avait la présidence française de l'Union européenne. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et donc je me suis dit j'aimerais bien essayer de voir si je peux faire quelque chose dans ce contexte, parce que quand on fait du droit de la concurrence, on fait aussi du droit européen. Voilà, et donc j'ai rencontré le secrétaire général de la PFUE à l'époque, et donc je me suis occupée des affaires juridiques auprès de lui. Voilà, c'est vraiment, j'ai saisi une opportunité en me disant ça dure 6 mois, la présidence française de l'Union européenne, c'est une présidence tournante, donc chaque pays en fait prend la présidence tournante de l'Union européenne, et d'ailleurs la France a recommencé à assurer la présidence il y a quelques années, donc voilà, mais en fait c'est vraiment par pure opportunité. D'accord. Et c'est là qu'on s'est croisés. Moi j'étais stagiaire. Oui, absolument. À l'époque. Merci en tout cas pour expliquer tout ça. C'est toujours intéressant, les parcours justement qui parfois sont un peu par hasard, enfin de héros hasard qui font des belles choses. Et alors c'est vrai qu'on connaît un petit peu plus peut-être, en tout cas beaucoup de gens connaissent le monde de l'avocature. Toi t'es passé donc dans le secteur public. Comment on exerce le droit dans le secteur public ? Est-ce que c'est vraiment différent ?
que d'exercer en tant que juriste entreprise ou avocat en cabinet? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, je sais pas si c'est fondamentalement différent d'exercer la fonction de juriste dans le secteur public que la fonction d'avocat. C'est-à-dire que il y a évidemment une grande exigence juridique. Il faut maîtriser évidemment la matière. Donc je dirais que le niveau d'exigence est assez similaire. Après, je parle donc de ce que je connais donc à la DGCCRF et à l'autorité de la concurrence. On est à la fois juriste, mais on est aussi chargé de diriger, de diligenter des enquêtes. Et ça, c'est quand même un nouveau métier. Quand on est avocat, c'est en fait, il faut aussi décider de quel secteur on va aller regarder en particulier. Et donc, c'est un nouveau métier en fait qu'on apprend aussi. Voilà, donc Et c'est un métier qui est très exigeant parce que évidemment il faut respecter les droits de la défense. On est en face d'avocats chevronnés en face de nous qui défendent évidemment le droit des parties et c'est bien normal. Donc il y a une grande exigence dans le secteur public. D'accord. Et du coup, ce métier d'enquêtrice en l'occurrence, tu es formée sur le tas ou tu as une formation Alors il y a des formations qui sont prodiguées, par exemple à l'autorité de la concurrence, on a une formation qui est faite pour les nouveaux arrivants et donc qui nous permet d'appréhender ce nouveau métier et qui nous permet donc par exemple de faire des perquisitions au sein des entreprises. Après, je dirais qu'il y a une formation théorique, mais il y a aussi une formation sur le tas. Donc en fait, on le fait, on apprend au fur et à mesure. Mais voilà, donc c'est aussi des nouveaux métiers, qu'on apprend à maîtriser. D'accord. Et c'est toi en tant que juriste au sens large avec un grand J qui va faire des perquisitions, c'est un autre service du coup Alors il y a un service investigation au sein de l'autorité de la concurrence. D'accord. Mais quand on fait par exemple des perquisitions, on fait appel à l'ensemble des rapporteurs. D'accord. Parce que pour participer, parce qu'on a besoin en général de beaucoup d'agents pour faire des perquisitions. Mais le métier d'enquêteur, c'est pas que les perquisitions, c'est aussi travailler sur une affaire, interroger les parties. Donc c'est très large. Très large. Oui, d'accord. Oui. Justement, je rétropédale un petit peu sur l'autorité de la concurrence. Est-ce que tu peux expliquer aux non-juristes et peut-être aux juristes qui ne savent pas aussi, qu'est-ce que c'est le droit de la concurrence et quelles sont les missions de l'autorité du coup? Alors donc le droit de la concurrence, c'est un droit qui fait partie globalement du droit des affaires et c'est un droit qui appréhende des pratiques anticoncurrentielles, donc le contrôle des concentrations et les abus de position dominante et le droit des ententes. Et donc l'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante qui est chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et qui est chargée d'apprécier aussi le contrôle des concentrations. Donc une autorité administrative indépendante, c'est un peu comme la CNIL. Il y en a d'autres au sein du secteur public. On a aussi des missions, l'autorité a aussi des missions des missions consultatives parce que l'autorité est souvent interrogée, par exemple, par le gouvernement sur des initiatives législatives, par exemple, qu'elle fait. Et on peut aussi, initier des enquêtes sectorielles si on considère que ça peut être intéressant d'aller voir la dynamique concurrentielle sur ces secteurs. D'accord. Et ton rôle, toi, concrètement, donc en tant que chef adjointe du service de l'économie numérique, quel est-il ? Quelles sont tes missions ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Dis-nous tout. Je vous dis tout. Alors, le service de l'économie numérique, il a été créé en septembre 2020. Donc, c'est très récent au sein de l'autorité. Donc, il y a des unités concurrence qui sont chargées, en général, qui sont organisées plutôt par secteur. Il y avait déjà une unité numérique au sein de l'autorité. Donc, on n'a pas attendu 2020 au sein de l'autorité pour initier des enquêtes dans ce secteur. Mais il y a eu au fur et à mesure une prise de conscience qu'il y avait besoin d'avoir des profils spécialisés au sein de l'autorité dans un secteur très technique, mais il y en a d'autres évidemment, mais d'avoir des profils plutôt ingénieurs, data scientists, qui seraient en mesure de pouvoir aider le travail des rapporteurs et contribuer au travail d'enquête. Voilà. Et donc moi je suis adjointe dans le cadre de ce service et c'est très intéressant parce que ça nous a permis de faire des choses très variées. Donc moi je m'occupe spécialement des affaires juridiques, donc il y a par ailleurs des data scientists. Et donc on crée et on développe des outils au sein de l'autorité pour faciliter le travail des agents, mais on fait aussi du travail juridique. Par exemple, moi j'ai travaillé particulièrement sur des enquêtes sectorielles sur le secteur de l'informatique en nuage, donc le cloud, et l'intelligence artificielle générative, qui a été publiée en juin 2024. Okay. Voilà, donc c'est un travail assez varié, et c'est ça qui me plaît. D'accord. Ce que j'allais justement te demander, qu'est-ce qui te plaisait ? Oui. C'est varié et quoi d'autre ? Comme c'est quand même aujourd'hui bien spécifique à un secteur, qu'est-ce qui te plaît au-delà de la diversité, justement ? Est-ce qu'il y a des choses particulières
qui t'animent au quotidien. Ouais. Alors c'est intéressant dans le secteur public et notamment à l'autorité parce que en fait c'est peut-être le cas dans d'autres secteurs aussi, mais en fait donc on s'occupe du secteur numérique, mais donc on peut être amené à travailler sur des enquêtes contentieuses. On peut faire des enquêtes sectorielles. Donc en fait là c'est un positionnement assez différent parce que l'enquête contentieuse, on va peut-être décider de sanctions à l'encontre d'entreprises. Si on fait par exemple des enquêtes sectorielles, on est dans une autre approche où on est dans une approche de consultation du secteur pour essayer de comprendre comment il est organisé, est-ce qu'il y a des risques concurrentiels et peut-être faire des recommandations à la fois au secteur et au gouvernement sur voilà quels sont un peu les leviers qu'on peut utiliser pour améliorer la dynamique concurrentielle. On a aussi créé un réseau numérique au sein de l'autorité. Donc, ça nous permet parce qu'évidemment, le numérique, c'est pas, on dit souvent le secteur numérique, mais en fait, le numérique, il y en a partout. Donc, pour rassembler des rapporteurs qui travaillent au sein de l'autorité sur le numérique dans la finance, le numérique un peu partout, et pour voir ensemble quelles sont un peu les évolutions. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment passionnant parce que c'est hyper intéressant. Et puis, en plus, en général, quand on est en charge de nos affaires, de nos enquêtes sectorielles, on s'occupe à la fois de l'instruction, de la consultation, mais on s'occupe aussi, par exemple, de la communication. Voilà. Donc, c'est très intéressant, évidemment, en lien avec les services spécialisés, mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Oui, ce que tu dis est vraiment important aussi, c'est que c'est pas que la phase contentieuse, il y a un aspect recommandation et conseil. Et ce que je comprends aussi, c'est que tu es aussi bien en contact avec les entreprises, donc. Oui. Donc c'est quoi, c'est le directeur juridique chez eux notamment ou pas forcément? En fait, ça dépend un peu de la taille de l'entreprise. Si c'est des entreprises de grande taille, ça peut être le directeur juridique. Si on parle de start-up, notamment dans le secteur numérique, on peut parler à celui qui est à la personne en charge, à l'ingénieur, par exemple, pour nous aider à comprendre comment l'entreprise s'organise, quels sont les enjeux techniques. Ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est elle qui décide de toute façon du bon interlocuteur sur les sujets qui nous intéressent. D'accord. Et donc toi, tu as été donc avocate, comme on le disait, et aujourd'hui tu es dans le secteur public. Qu'est-ce que ton métier d'avocate t'a appris et qui justement te sert aujourd'hui? Alors évidemment, quand on est avocat, moi je trouve que quand on fait des études de droit, moi ça m'a beaucoup servi de commencer ma carrière en tant qu'avocat parce que je trouve que au-delà de l'obsession de la mise en forme, ça nous apprend énormément en termes de rigueur. Ça nous apprend avec le souci du détail. Je pense que ça nous apprend aussi une certaine forme d'agilité d'esprit parce que quand on est avocat, on jongle un peu entre les différents secteurs et il faut rapidement appréhender les enjeux concurrentiels d'un nouveau secteur et parfois ça nous demande quand même de comprendre rapidement quels sont les enjeux sur des secteurs assez différents parce que évidemment quand on est avocat en général on s'occupe de concurrence mais pour l'ensemble des affaires qui nous sont confiées. Voilà, je pense que c'est un peu ces sujets-là et je pense que c'est ça qui prépare bien, je trouve, les professionnels dans leur vie future qui restent avocats ou qui partent ensuite devenir directeur juridique. Ouais. Ou juriste dans le secteur public. Ok. Je voudrais aussi rassurer ceux qui sont peut-être en début de carrière ou durant leurs études. C'est vrai que c'est une excellente préparation et là je le vois aussi, il y en a qui n'ont pas passé le CAPA et bien sûr. Ils ont une très belle carrière. Oui, du coup, je rassure oui, bien sûr. Ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est une très bonne préparation, notamment sur la rigueur et merci pour l'obsession de la forme. C'est ce qui me fait bien sourire. Justement, donc t'es avocate, tu n'es plus aujourd'hui pour le coup. Est-ce que tu te vois reporter la robe un jour? Est-ce que en tout cas tu envisages un retour à l'avocature comme possible? Alors en fait, je pense que la question pour moi se pose pas vraiment en ces termes, c'est-à-dire que je pense que au-delà de la structure dans laquelle on peut évoluer, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de continuer à apprendre, de se trouver dans un environnement bienveillant qui fasse un peu grandir, et dans lequel moi je me sentirais à l'aise pour continuer à me développer du point de vue professionnel. Donc je pense que ça dépend vraiment du contexte et de la structure. Oui, c'est pas un retour absolument envisageable, voilà. Mais si à un moment donné de ta carrière, tu te dis tiens, là je vais continuer à apprendre et que ce sera en tant qu'avocate, tu iras en fait. Pourquoi pas? Bien. En tout cas, les portes ne sont pas fermées dans quelques années. C'est vrai qu'on observe beaucoup de personnes qui ont été aussi directeurs juridiques dans des grands groupes. On en parlait par exemple tout à l'heure, je te parlais de Pierrick Le Goff qui était avant chez Alstom, qui est maintenant associé chez De Gaulle Fleurance de mémoire et qui en fait
y retourner en tant qu'avocat. Donc ça arrive aussi après un temps, à 15 ans, 20 ans dans une structure, ou en tout cas en tant que directeur juridique ou autre, du coup de repasser en tout cas de l'autre côté. Donc tu viendras nous raconter ça dans quelques années peut-être. Voilà. Alors justement, on parlait d'être avocat, d'être juriste. Quelles sont selon toi les qualités d'un bon juriste aujourd'hui, peu importe où il exerce, que ce soit dans le secteur public, qu'il soit juriste en entreprise, qu'il soit en cabinet d'avocat? Est-ce que selon toi il y a des qualités vraiment nécessaires? J'imagine que tu vas parler de rigueur. Oui. Non, mais en fait, premièrement, je pense que, tout le monde dira la même chose, c'est que, évidemment, c'est indispensable de maîtriser sa matière, du point de vue du droit, du point de vue, voilà, des règles applicables, de la jurisprudence et de la procédure, évidemment. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la base pour être un bon juriste. Après, évidemment, dans une matière comme le droit du numérique, si on peut l'appeler comme ça, c'est des matières qui évoluent. Donc c'est pas le cas que pour le numérique, mais dans le secteur numérique, par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années. Il y a eu le règlement sur les marchés numériques qu'on appelle le DMA. Il y a eu le règlement sur les données, le Data Act. Il y a eu l'année dernière le règlement sur l'IA. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui ont un impact sur le travail du juriste. Et donc évidemment, il faut être agile pour parler d'un mot un peu à la mode sur s'adapter et comprendre un peu et anticiper les mutations de ce droit. Voilà, donc ça, je dirais que c'est la base. Et donc, ce qui est en lien avec ça, c'est donc continuer de se former en permanence. Par exemple, le règlement sur les marchés numériques, c'est un droit qui peut impacter le droit de la concurrence, le travail de l'autorité de la concurrence. Et donc, évidemment, il faut comprendre quelles sont les dispositions de ce droit et la manière dont ça impacte notre travail au quotidien. Je dirais que une autre qualité pour moi qui est très importante, c'est avoir un bon esprit de synthèse. Parce que c'est facile dans une matière comme le droit de se noyer un peu dans les détails, et je pense que c'est vraiment utile de savoir vraiment extraire ce qui fait que une décision, une jurisprudence est vraiment, quelle est vraiment qu'est-ce qu'il faut sortir de la décision de la jurisprudence, qu'est-ce qui est vraiment important, sans se noyer donc dans les détails. Et dernier point important, je pense que pour être un bon juriste, je pense qu'il faut être bon pour créer du lien, parce que c'est une matière, je pense que c'est le cas dans le secteur public, mais dans d'autres structures aussi. Le juriste en général, il est vraiment à la confluence de plusieurs départements. Et donc, je pense que il faut savoir associer des personnes pour travailler ensemble, surtout sur des sujets innovants. Et donc, pour être un bon juriste, je pense qu'il faut que les gens, aient plaisir à travailler avec toi, parce que comme ça, ils viennent te voir assez naturellement quand ils ont une question. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir bien communiquer sur son travail, et donc rendre simple ce qui peut être compliqué. Parfait, voilà. Oui. Je pense que c'est un très bon conseil que tu es en train de donner là, qui paraît en effet sans doute évident, mais en fait c'est bon de le rappeler. Et ça, je pense que c'est en effet très très important, surtout que tu es dans un secteur peut-être qui peut sembler différent, mais en fait secteur public, cabinet d'avocat, entreprise, c'est la même chose. Il faut toujours savoir créer du lien et pas être en effet le juriste tout seul dans sa tour d'ivoire. Et ce que tu dis, oui, c'est que les gens doivent venir te voir aussi en amont et pas juste quand il y a un sujet après coup peut-être. Oui. Aussi, du coup. Ok. Donc voilà, donc faut être aussi très sympa et avoir un bon relationnel. Je pense que c'est très important. Ouais. De toute façon, faut toujours. C'est quand même mieux tout le temps. Et là, je vais faire un pas de côté pour le coup concernant ta carrière et ce dont on a parlé jusqu'à présent. Est-ce que toi, tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont guidé? Là, tu parles de conseils. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé aussi depuis le début? Alors, moi, je me suis surtout construite en regardant, donc par l'exemple et aussi par des contre-exemples. Après, donc j'ai pas de personne identifiée. Disons que le groupe, le cercle que je consulte quand j'ai des décisions importantes à prendre, il évolue aussi en fonction de ma vie professionnelle. Voilà. Et puis je pense que c'est important d'être bien entouré personnellement par un cercle familial, amical, qui nous connaît bien, qui nous connaît pas forcément la matière, mais qui sait aussi comment nous on peut se sentir bien dans une structure. Donc je pense que voilà, il faut savoir consulter et ensuite savoir s'éloigner des conseils qu'on peut vous donner et prendre la décision tout seul, parce que je pense qu'on est le seul à savoir exactement à la fois la matière et se connaître bien. Ça me rappelle une directrice juridique que j'ai positionnée chez un de mes clients il y a 5-6 ans, on en a reparlé après coup, et elle me disait que pendant 2 semaines, parce qu'elle avait demandé 2 semaines de délai, ce qui est extrêmement long quand tu as une offre dans le secteur privé, elle me disait que tous les jours, en fait, elle avait des avis divergents. À la fois, des gens lui disaient oui, va dans la structure
que t'es ma cliente, puis après il fallait aller dans l'autre personne lui disait l'inverse, et une fille elle s'est dit bon, après avoir consulté tout le monde et tout le monde m'a dit très différent, elle s'est posée, elle s'est dit qu'est-ce que moi de quoi j'ai vraiment envie en fait. Et c'est pas facile aussi, je pense, de pas être influencée de façon trop poussée par l'extérieur entre guillemets. À la fois savoir justement se renseigner, ce que c'est extrêmement important, poser le pour et le contre, et après finalement se retrouver avec soi-même et sa décision. Non, je pense que tu as tout à fait raison. Et en plus, mais je pense qu'à un certain moment dans sa carrière professionnelle, on se connaît mieux. Donc je pense qu'on est peut-être plus fébrile en début de carrière. Je pense qu'à un moment, quand ça fait 15 ou 20 ans qu'on exerce, on commence quand même à bien se connaître et à savoir ce qui nous va, là où on veut aller, et pas se laisser entraîner par voilà, ce poste est prestigieux, il faudrait que j'y aille parce que parce que ça coche plein de cases. Voilà, donc il faut le prendre absolument. Je pense qu'on se connaît davantage et on sait ce qui nous convient. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, Élodie, de manière générale ? Je pense que ça revient à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire continuer d'apprendre. Moi, par exemple, je suis dans un secteur, donc le secteur numérique. Moi, je suis pas ingénieur à l'origine, et donc c'est quand même une matière où il y a quand même un coup d'entrée. Donc il faut se plonger dans la matière. Il faut avoir l'humilité de savoir que voilà, on ne sait pas, et donc c'est vraiment très utile d'aller voir des gens qui savent eux, et donc continuer d'apprendre, et donc continuer à se former, continuer à se développer. Donc je pense que c'est ça qui m'inspire du point de vue professionnel et personnel, c'est-à-dire savoir développer aussi ses lectures, ses sorties pour faire aussi autre chose. Ok. Si tu n'étais pas devenue une experte du droit, de la concurrence, ou d'une autre matière d'ailleurs, est-ce que tu as un autre métier de rêve, ou tu rêvais, oui, quand tu étais petite, et que tu aurais aimé exercer? Alors, quand j'étais plus jeune, le métier de journaliste, et ça revient un peu à la curiosité, je pense, d'apprendre. Dans mes études, j'avais aussi envie de devenir juge, donc c'était assez... Mais je pense que c'est toujours les rencontres, la curiosité, et aussi des métiers exigeants, je pense, du point de vue intellectuel. Voilà, je pense que c'est ça qui m'anime. Et quel conseil donnerais-tu à l'étudiante en droit que tu étais à l'époque et que tu aurais aimé qu'on te donne à cette époque? Je pense que, quand je suis sortie de mes études, je pense que j'étais assez angoissée par la décision qu'il fallait prendre en sortant de mes études. Et donc, je pense peut-être de leur dire, c'est pas grave. En fait, il faut, lancez-vous, prenez les opportunités ou pas. Mais en fait, il faut peut-être, ne pas mettre autant je sais pas, de pression, d'importance, ouais. Sur le premier choix qu'on fait ou le deuxième choix. Savoir que, en fait, si vous prenez ce job dans un cabinet d'avocat et que ça vous plaît pas, vous pouvez partir et vous pouvez aller en entreprise. Je pense que voilà, il faut pas sacraliser les choix qu'on fait. Il faut pas se dire, il faut absolument que je fasse le bon choix. Parce que moi, ça m'a beaucoup angoissée en sortant de mes études. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'avoir assez vite une offre de ce cabinet d'avocat. Mais j'étais pas sûre, de savoir exactement de le faire, de faire exactement, de faire du droit de la concurrence, d'aller dans une grosse structure américaine. Et je pense qu'il faut, se déstresser sur les choix qu'on peut faire, parce que, en fait, par exemple, moi, mon profil montre qu'on peut faire plein de choses en ayant fait du droit. On peut être avocat, on peut aller à la DGCRF, donc au ministère des Finances, on peut aller en cabinet ministériel, on peut aller à l'autorité de la concurrence dans une autorité administrative indépendante. On peut avoir des carrières très riches et changer. Ce qui compte, en fait, c'est de savoir au fur et à mesure expliquer son parcours. Et donc, je pense que s'il y a des revirements professionnels et que vous arrivez à les expliquer, mais de toute façon vous les expliquerez toujours, et je pense que voilà, il faut arrêter de stresser. Voilà. C'est un excellent conseil, Élodie. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis aussi, savoir expliquer son parcours après coup. Ouais. Je le vois comme je fais passer des entretiens toute la journée avec candidats dans le domaine du droit. C'est exactement ça, en fait. C'est que parfois le hasard a fait que on a pris telle opportunité, puis c'est une affaire de rencontre, et puis ça nous a plu ou ça nous a pas plu. Et si on l'explique de manière très factuelle, c'est ok, en fait. Ouais. Et les parcours sont pas forcément linéaires. Il faut toujours essayer de trouver la ligne directrice. Et assez souvent, après coup, on voit une ligne directrice d'ailleurs qui s'est dessinée, mais après coup. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que parfois les choix qu'on fait, en tout cas ce que je vois dans mes rencontres aussi, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits et finalement ça peut paraître être du hasard et au final ça l'était
Ouais. Peut-être pas tant que ça. Non, mais c'est très vrai. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que parfois il y a des lignes, il y a des lignes qui apparaissent après coup sur, en fait, voilà, je constate que le droit européen, ça fait partie des grandes lignes de mon parcours. Donc je sais pas, plein de choses après qui apparaissent après coup. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Merci en tout cas pour cette prise de conscience et surtout ne pas stresser. Ça, ne pas stresser. Ouais. Et puis, moi, on m'avait donné un conseil, donc que je donne aussi peut-être aux étudiants, c'est quelqu'un m'avait dit fake it until you make it. Donc, en fait, si vous savez pas, en fait, il faut savoir faire semblant parfois, et puis en fait, et poser plein de questions au début, et puis en fait, au bout d'un moment, ça viendra, on apprend, il faut se faire confiance. Et se lancer. Super. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé et que tu vas absolument leur dire? Non, je voulais te remercier de m'avoir reçu. Je pense que voilà, c'était mon premier podcast, donc merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Et puis écoute, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir pris le temps et en effet, c'était ton premier podcast. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont arriver parce que c'était très clair et passionnant. Donc merci beaucoup, Élodie, d'être venue et merci d'avoir participé à ce podcast, d'avoir échangé sur ton parcours, ta vision du droit et tous ces précieux conseils très sincères. Et ça, c'est très précieux. Donc merci beaucoup. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Absolument. J'espère que vous, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était très bien. Donc j'espère que vous aussi. Et donc merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.